Bonjour et merci de m'avoir invité et de me faire confiance pour prendre la parole dans cette belle assemblée. Voilà, donc je parlerai de 3 lieux différents. Effectivement, je suis médecin MPR et j'ai travaillé pendant 20 ans dans un service d'éveil de coma et de trauma crânien. J'ai une expérience de malade et j'ai une expérience de chercheur, puisque j'essaye de faire une thèse sur les maladies rares et sur la dimension de la génétique, ce que je vais essayer d'aborder en quelques mots. Une histoire toujours singulière, une histoire toujours unique, car la maladie du malade est, on le sait bien, différente de la maladie du corps médical. Dans le cas des maladies rares qui ne se voient pas au départ, le temps de la maladie commence bien avant le temps du diagnostic et le temps médical. La maladie s'insinue au début à minima, et ce n'est que devant des petits symptômes qui se répètent que le doute s'installe. Cependant, les parents savent. Ils savent dès le départ qu'il y a quelque chose qui dysfonctionne, mais ils ne savent pas d'où ça vient. Puisqu'on a parlé beaucoup de savoir, je dirais que ce savoir-là, c'est le savoir intuitif des parents. Et un savoir intuitif qui n'est pas reconnu par le corps médical qu'ils vont consulter. Dans le second temps, le malade va acquérir un diagnostic, un savoir aussi comment vivre avec la maladie, comment faire l'expérience de la maladie. Et c'est souvent ce savoir expérientiel qui est partagé sur les forums ou dans les associations de malades qui maintenant explosent en fonction de chaque pathologie. Ce savoir est expliqué et partagé avec les mots du malade et non avec les mots médicaux. Et probablement, il rejoint là le savoir profane que l'on a évoqué hier. Et enfin, on voit beaucoup de familles, beaucoup de personnes qui essayent d'acquérir un savoir de connaissance, un savoir de sachant, à partir de publications médicales et qui les conduit à utiliser là un discours qui n'est pas spontanément le leur. Ce sont ces 3 savoirs qui vont permettre aux malades de devenir des experts de leur situation singulière et unique. Initialement, donc, ils se posent la question, ils vont consulter, mais ils s'affrontent à l'ignorance, en tout cas à la non-reconnaissance de leur maladie, qui est rare, qui n'est donc pas toujours connue ni reconnue, et d'autant plus que souvent rien ne se voit, et que notre médecine, qui est une médecine maintenant de l'image, avec un impératif scopique, s'il n'y a rien à voir, c'est que la maladie n'existe pas. Et nous avons des malades qui sont allés ainsi de consultants, de spécialistes en spécialistes pendant des années, sans qu'aucun diagnostic ne puisse être posé. C'est donc un temps d'errance, errance où le médecin donc ne reconnaît pas sa limite et n'arrive même pas à dire et à orienter le patient vers quelqu'un qui pourrait l'aider. Le vécu des malades à ce stade est assez concordant sur cette période et il nous invite à plaider pour une médecine du doute, une médecine de l'incertitude, une médecine qui accepterait de reconnaître qu'elle ne sait pas tout. Une médecine où l'ignorance, telle qu'elle a été évoquée hier soir, pourrait avoir toute sa place. Et ce n'est pas parce que l'incertitude est partagée qu'elle va empêcher, qu'elle va être un pare-feu à la confiance. Je crois qu'au contraire, c'est cette incertitude partagée qui va permettre de construire, collaborer sur une confiance qui va s'établir. L'énoncé du diagnostic, lorsqu'il est enfin trouvé, dit, est une nomination. C'est un diagnostic qui concerne la personne de la famille qui est touchée, mais qui va concerner aussi les autres membres de la famille, qu'ils soient touchés ou qu'ils ne soient pas touchés. On connaît la problématique des fratries lorsque c'est un enfant qui est malade, ou bien celle des enfants lorsqu'il s'agit des parents. En tout cas, ce temps du diagnostic, sachant qu'il n'y a jamais de bonne façon de dire une mauvaise nouvelle, est un temps qui va rester gravé dans l'histoire et dans le souvenir des malades. À partir de ce moment-là, la vie va s'organiser, marquée par cette rupture que certains repèrent comme une rupture biographique
ou identitaire. Il y a le temps d'avant et le temps d'après. Cette nomination est presque perçue comme un acte de naissance et elle est souvent désignée par un nom éponyme. On parlait hier de la maladie de Charcot, qui est devenue maintenant un petit peu connue, mais voilà, c'est Charcot qui l'a décrite. On parle de la maladie de Charcot, des maladies qui ne disent rien lorsqu'elles sont énoncées aux malades qui n'en a jusque-là jamais entendu parler. Lorsque les malades ont cherché très longtemps un diagnostic, le diagnostic peut être vécu dans un premier temps comme un soulagement, avant que la période de prise en compte du réel s'installe. Comme certains nous l'ont dit, c'est alors un tsunami, un tremblement de terre, un trou noir profond, où tout s'écroule. On ne tombe pas dans la maladie génétique ou dans la maladie rare, on est un être, on est avec. La plupart d'ailleurs des patients de notre recherche que nous avons interrogés, quand je leur demandais de parler de leur maladie, ils commençaient par nous parler de leur naissance. Ce long parcours jusqu'au diagnostic s'inscrit donc dans l'histoire singulière de chaque malade. Histoire qui est l'histoire de sa famille, et ce n'est pas sans conséquence d'annoncer une maladie génétique qui va peut-être faire revisiter tous les antécédents familiaux de façon un petit peu différente. Chaque personne a un terrain particulier, une sorte d'humus dans lequel la maladie va pouvoir s'enraciner. On parle bien d'ailleurs d'arbres généalogiques, de souches, de racines qui vont naître dans ce terrain particulier. Cette maladie est annoncée comme une maladie définitive. C'est une annonce qui est faite à perpétuité. Le malade va effectivement devoir vivre avec, il va devoir trouver comment faire avec, comme si la maladie devenait pour lui un métier. Et dans tout métier qui prend la personne dans sa totalité, il peut présenter des burn-out, c'est-à-dire des phases d'épuisement. Dans ce contexte, on peut alors se demander ce que veut dire pour le patient et comment est-ce qu'on le reçoit lorsque nous entendons une phrase du style « je n'en peux plus ». Pour ces malades, il y a rarement des thérapeutiques, donc ce sont des malades qui vont aussi, des maladies et des malades qui vont nous interroger sur la notion de guérison. Un malade atteint d'une maladie génétique définitive ne va pas guérir au sens où on l'entend d'habitude. Mais il va malgré tout faire un travail et quitter l'imaginaire d'une guérison par la normalisation, par le retour comme avant, comme si de rien n'était. Il va devoir retrouver sa normalité, sa nouvelle normalité, et ceci par une nouvelle adaptation à sa situation. Comme vous êtes la première intervenante, je vais devoir être exemplaire, et vous avez écoulé les 10 minutes, donc... Ah non, je suis à 8 minutes 22. Alors c'est le chronomètre qui est là-haut qui est faux. Donc je vous laisse c'est très bien les 2 minutes, c'est parfait. Je les remercie si vous voulez. Ou alors il faut aller voir Apple et leur dire que ça ne marche pas. Donc le soin dans ce cadre, je m'excuse de tenir ferme à mes 8 minutes, le soin dans ce cadre devient, merci, un soin qui serait celui de l'adaptabilité, c'est-à-dire un accompagnement pour que la personne se retrouve dans le temps et dans la nouvelle norme qu'elle doit retrouver en elle-même. C'est ce qui permet probablement aux malades de devenir, on dit souvent acteurs, moi j'aime bien aussi dire qu'ils deviennent auteurs avec la maladie et avec leur nouvel avenir tel qu'il se dessine, avec peut-être aussi une transformation de ce qui au début apparaît comme un destin et qu'ils ont de façon singulière et vraiment avec tout leur être et toute leur capacité, ils ont à transformer ce qui apparaît comme un destin en une destinée, c'est-à-dire une vie dans laquelle ils vont pouvoir poser des choix, même si ces choix sont très minimes. Ce travail fait de plus en plus rapidement, comme vous pouvez le constater, se fait aussi dans une solidarité des ébranlés de Patočka, mais une solidarité qui va se décliner dans le cadre des associations de malades qu'on a évoquées tout à l'heure.
Voilà, il nous semble, pour conclure, que l'expérience singulière de la maladie nous invite tous à travailler notre propre rapport au temps et à nos fragilités. Ainsi, qu'est-ce à dire de ne plus pouvoir gérer son temps, la maladie s'imposant, dans un monde où le seul objectif est d'être efficace. Et si nous lâchions un peu la prise sur ce temps, qui malgré tout chaque jour nous est donné, pour tenter d'habiter une juste présence, au temps et à l'autre, avec sa différence, ses failles, ses richesses, sans jamais désespérer de son avenir. Découvrir au cœur de la limite et de l'épreuve que le temps se dilate et nous fait découvrir que ce qui est important n'est pas seulement sa longueur, sa durée de vie, mais aussi sa largeur et ce qui est partagé avec les autres. Je vous remercie.